Donc aujourd'hui, on va commencer le chapitre sur les fonctions de hachage et les signatures numériques. Donc c'est sur les signatures numériques, je vais commencer d'abord par les fonctions de hachage parce qu'on a besoin des fonctions de hachage dans les signatures numériques. J'ai déjà parlé, je crois, des fonctions de hachage, sur les fonctions de hachage. Donc, tout d'abord pour introduire les choses. Dans les deux chapitres précédents, chapitre sur les algorithmes cryptographiques et les algorithmes symétriques et asymétriques, d'accord. Tous les algorithmes qu'on a vus, donc ça permet de chiffrer et de déchiffrer. On a vu l'algorithme RSA, l'algorithme El-Gamal, l'algorithme symétrique, on a vu l'algorithme AES. D'accord, il y a d'autres algorithmes qui sont basés sur le même principe pour les algorithmes symétriques. Donc, il y a plusieurs algorithmes. On a vu le mécanisme de chiffrement et de déchiffrement. Donc, tous ces algorithmes, et dans un chapitre précédent, au début, on a vu les besoins de sécurité. Parmi les besoins de sécurité, on a dit il y a la confidentialité, l'intégrité, l'authentification. D'accord? On a vu plusieurs besoins. Donc, pour les chapitres précédents, tout ce qu'on a vu, ça permet d'assurer juste la confidentialité. C'est-à-dire chiffrer et déchiffrer, ça permet de garder les informations sensibles en toute sécurité. Ça permet de mettre les informations illisibles. D'accord? Tandis qu'il reste les autres besoins, par exemple l'intégrité, c'est-à-dire s'assurer que les données ne sont pas modifiées, l'authentification, c'est-à-dire s'assurer de l'identité de l'utilisateur avec qui on communique, d'accord? Donc les autres besoins, il faut avoir d'autres fonctions, par exemple les fonctions de hachage et ici la signature numérique, pour assurer les autres besoins, d'accord? Donc, je commence par les fonctions de hachage. Donc, les fonctions de hachage, donc ça permet de vérifier d'abord l'intégrité, c'est-à-dire est-ce que les données sont modifiées ou pas, et aussi sont utilisées pour créer des signatures numériques. Donc, pour créer des signatures numériques, on peut ne pas utiliser les fonctions de hachage, mais c'est mieux d'utiliser les fonctions de hachage. D'accord? On va voir ça en détail. Donc, tout d'abord, les fonctions de hachage. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter en même temps. Ou là, vous pouvez écrire aussi vos questions. D'accord. Donc, les fonctions de hachage. Donc, c'est quoi une fonction de hachage? C'est tout simplement, c'est une fonction. Donc, on ne va pas rentrer ici dans les détails. Les détails de fonctions comme on a fait dans AES ou je ne vais pas rentrer trop en détail, je vais parler en... D'accord. Donc une fonction de hachage, c'est quoi? C'est une fonction qui permet de transformer une donnée quelconque de n'importe quelle taille en une donnée de taille fixe. D'accord. Chaque fonction de hachage permet de donner un haché ou bien empreinte. On va le nommer soit condensat, soit un hachage, soit une empreinte, mais elle est de taille quelconque. Donc je peux vous donner des exemples. Il y a l'algorithme MD5 qui génère des condensats de taille, des hachés, des empreintes de taille 128. Il y a un autre algorithme qui permet de donner des condensats de 160 bits. C'est l'algorithme SHA. D'accord? Donc, cette fonction de hachage permet de créer un condensat de taille fixe, toujours. Donc, quel que soit, par exemple, il est de 1000 bits, donc ça donne 128. Il est de 4000 bits, ça donne 128. D'accord? Elle contient ici une fonction de compression. Donc, la donnée ici qui est de taille quelconque, n'importe quelle taille, peut être une image, peut être vidéo, peut être du texte, d'accord? Avant d'utiliser la fonction de hachage, l'essentiel c'est de transformer la donnée en une donnée binaire avant d'appliquer la fonction de hachage, d'accord?
Donc ça c'est pour... Donc la taille de l'empreinte. Donc il dit, ici on a dit que la fonction de hachage produit une empreinte de taille fixe. Donc maintenant la taille de l'empreinte, elle dépend de quoi? Elle dépend de ce que je veux faire avec cette empreinte. Parce qu'ici, une fonction de hachage, je peux l'utiliser dans différents cas. Dans différents cas d'application, je peux utiliser une fonction de hachage pour la sécurité ici. C'est notre cas. Je peux utiliser une fonction de hachage pour sauvegarder les mots de passe dans une base de données. Je ne sauvegarde pas les mots de passe en clair, mais je sauvegarde les empreintes. J'ai déjà expliqué ce mécanisme-là. D'accord, je peux utiliser une fonction de hachage pour créer des index. D'accord, donc la taille du condensat ou bien du haché, la valeur de n, c'est la taille du condensat, dépend de ce que je veux faire avec. Donc s'il s'agit seulement de calculer des index dans un tableau, d'accord, je peux utiliser juste 32 bits. Pourquoi? Parce que combien de possibilités je peux avoir pour le hachage? Si j'ai besoin de 32 bits, où la fonction de hachage produit un condensat ici de 32 bits. Combien de possibilités je peux avoir? Je peux avoir 2 à la puissance 32. D'accord? Et 2 à la puissance 32, c'est à peu près 4 milliards d'éléments. Donc déjà dans un tableau, un index de tableau, 4 milliards, c'est suffisant. C'est vraiment suffisant. Tandis qu'en sécurité, au début, on a utilisé l'algorithme MD5 qui produit 128 bits, après SHA 160 bits, et même après, on a utilisé des fonctions de hachage qui ont plus de taille de bits. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a dans les fonctions de hachage, c'est pas la même chose que les fonctions de chiffrement et de chiffrement lorsqu'on avait parlé dans les chapitres suivants des algorithmes de chiffrement, soit symétriques ou asymétriques. Leur problème, c'est que est-ce que l'algorithme est toujours sûr ou non? C'est-à-dire, est-ce que je peux casser l'algorithme? Est-ce qu'il y a par exemple, dans l'algorithme RSA, on avait dit qu'il faut utiliser pour 2 utilisateurs différents, il ne faut pas utiliser le même modulo, il ne faut pas envoyer le même message. Donc, est-ce qu'il n'est pas cassé toujours RSA? D'accord, il est toujours utilisé. Mais on essaie, dans les algorithmes de chiffrement, on essaie de trouver la clé. Casser, c'est en utilisant par exemple une recherche exhaustive, c'est-à-dire essayer toutes les clés possibles, on essaie de retrouver la clé de déchiffrement. Ici, ce n'est pas le cas pour les fonctions de hachage. Le problème des fonctions de hachage, ce n'est pas une clé, parce qu'ici, on n'utilise pas de clé. Juste une fonction, il y a une entrée, une sortie. Donc le problème des fonctions de hachage, c'est quoi? C'est, qui peut me dire? Je l'ai dit ou je n'ai pas encore dit. C'est quoi le problème des fonctions de hachage? Qui peut me dire? Vous ne savez pas. Donc le problème des fonctions de hachage, c'est pas les clés, parce qu'ici on n'utilise pas les clés, c'est les collisions. Je vais expliquer pourquoi il y a les collisions dans les fonctions de hachage. D'accord? Les collisions, je vais expliquer c'est quoi une collision et pourquoi. Donc ici, qu'est-ce que j'ai expliqué dans ce slide? J'ai expliqué la taille. Pourquoi on utilise une taille, par exemple 32? Ça dépend le cas d'utilisation. Pour créer un index, 32 bits suffit. Pour les algorithmes de sécurité pour créer des signatures, on va voir, ça suffirait pas. Ça suffit pas 32. Donc ici, principe général des fonctions de hachage, je vais revenir sur les collisions et tout, la taille ici. Donc ici, principe général d'une fonction de hachage, j'ai déjà expliqué, taille quelconque x, une fonction de hachage, h, une fonction de hachage, h de n, du message n, ça produit un condensat grand H, d'accord? Grand H, qui a la taille y. Donc y octet, généralement c'est inférieur à x, d'accord? Généralement la taille... Donc aussi une remarque que je n'ai pas notée ici, c'est qu'une fonction de hachage, c'est une fonction qui est rapide, à la différence des algorithmes asymétriques, parce qu'elle utilise des opérations élémentaires qui ne consomment pas beaucoup.
des additions, des rotations, d'accord. Donc, le calcul, oui, autre chose, donc ici, les fonctions de hachage, c'est des fonctions à sens unique. On les appelle aussi, soit des fonctions de hachage ou bien des fonctions à sens unique, c'est-à-dire du message M au condensat. Ça doit être simple de calculer ça, mais l'inverse est impossible. On avait parlé de ce mot impossible dans le chiffrement. Dans la génération de clés, par exemple dans RSA, on a dit que c'est possible à partir d'une clé privée calculer la clé publique, mais à partir d'une clé publique que tout le monde connaît, c'est impossible de retrouver la clé privée. Dans la génération de clés, soit El-Gamal ou bien RSA, calculer une clé privée à partir d'une clé publique, on a dit que c'est impossible, mais entre parenthèses impossible, dans un laps de temps raisonnable. D'accord? C'est-à-dire, si j'arrive à factoriser, ça prend du temps, j'arrive à factoriser dans RSA, je peux retrouver la clé. Mais ici, dans les fonctions de hachage, c'est impossible de revenir. C'est pas possible, il n'y a pas une manière pour revenir. Dans RSA, si je connais phi de n, ou bien je pourrais décomposer n, je peux revenir. Mais ici, c'est impossible. Pourquoi? Je peux vous donner bon. Pourquoi? Parce que la fonction h, c'est quoi? C'est une fonction de compression. C'est-à-dire, le message ne contient pas l'empreinte. Ici, ne contient pas toutes les informations sur le message. C'est pour ça que je pourrais pas, même si je veux, je pourrais pas revenir au message. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fonction de hachage, c'est une fonction à sens unique. Propriété sur les fonctions de hachage, c'est unidirectionnel, parce que donc c'est ce que j'étais en train d'expliquer, on ne peut pas revenir, l'inverse doit être difficile, c'est pas difficile mais c'est impossible. Elle est déterministe, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une entrée toujours produit la même sortie. Donc c'est-à-dire toujours si vous donnez ici bonjour et vous utilisez la même fonction, ça vous donne la même empreinte. D'accord? Effet avalanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire si je fais un petit changement dans le message, tout le message ou bien tout le condensat, ça change. D'accord? Vous avez ici un exemple. Message de test et ici message de test. Qu'est-ce qu'on a changé ici, d'ici à ici? On a changé seulement le M. C'était M majuscule, ici M minuscule. Regardez, tout le message change. D'accord, donc ça c'est le condensat généré en utilisant une fonction de hachage donnée. Donc ici, tout le message change. Ça ne change pas seulement le début. Parce que je vais vous expliquer grosso modo c'est quoi le principe d'une fonction de hachage. Donc toujours propriété des fonctions de hachage. Donc ici je vais parler des collisions. Pourquoi il y a une collision dans une fonction de hachage? J'ai parlé de ça tout à l'heure lorsque j'ai parlé des tailles. Donc lorsque je parle de taille 32 bits par exemple, ça veut dire il y a 2 à la puissance 32 bits. D'accord? Lorsque je parle de 128 bits, une fonction de hachage qui produit des condensats de 128 bits, ça veut dire il y a combien de possibilités de condensats ou bien d'empreintes possibles? Il y a 128 bits empreintes possibles. Donc si je vous montre ce schéma là par exemple, donc ça c'est l'ensemble d'entrées et ça c'est l'ensemble de sorties. Ça c'est l'ensemble d'entrées, ensemble de sorties. Donc ici c'est une application injective, ici non injective. Ça veut dire quoi injective? Ça veut dire pour chaque entrée j'ai une sortie différente. Regardez ici, pour ces deux entrées on a la même sortie. Cette fonction n'est pas injective. D'accord? Donc je vais revenir sur ce injectif. Donc tout d'abord pour une fonction de hachage, une propriété d'une fonction de hachage, c'est que deux entrées ne doivent pas avoir la même sortie. D'accord? C'est-à-dire, il faut qu'elle soit injective. Donc ça, c'est une chose. Et aussi, pour expliquer le principe de collision, ça veut dire quoi? Collision, ici, c'est une collision. C'est-à-dire deux
entrées différentes, ils ont le même condensat. Ça, c'est un problème. Imaginez que je vais envoyer un message. Je vais envoyer un message et son condensat, c'est celui-là. Une autre personne va changer le message et ce même message a le même condensat. Donc, c'est-à-dire c'est un problème ici. Le message a été changé. Et je pourrais pas m'en rendre compte. Pourquoi? Parce que le condensat est le même. Donc ça, c'est un problème, le condensat, la collision. Pourquoi il y a des collisions? Pourquoi? Parce que ça, c'est l'ensemble d'arrivées, d'accord? Bien l'ensemble de sorties, c'est-à-dire ça c'est mon message, ça c'est le condensat ou bien l'empreinte. Ça c'est mon message, ça c'est le condensat, une empreinte. L'ensemble des empreintes, c'est un ensemble qui est fini. Pourquoi? Parce que c'est toujours 2 à la puissance la taille. Donc si ma fonction produit des empreintes de 32 bits, c'est-à-dire combien d'éléments je peux avoir ici dans l'ensemble d'arrivées? Je peux avoir 2 à la puissance 32 bits, c'est tout, c'est un ensemble fini. D'accord? Si j'ai 128 bits, c'est 2 à la puissance 128 bits, 128 messages possibles ou bien condensats possibles. C'est-à-dire c'est un ensemble. Celui-là, c'est un ensemble fini. Alors que l'ensemble d'entrées, c'est-à-dire les messages quelconques, bonjour, n'importe quel message, d'accord, c'est un ensemble infini. Donc ici, c'est un ensemble infini et l'ensemble d'arrivée, c'est un ensemble fini. Ça veut dire que forcément, il y aura des éléments qui auront, par exemple ici, deux éléments qui peuvent avoir le même condensat. C'est ça le problème de collision. C'est-à-dire le problème de collision existe. Pourquoi il existe le problème de collision? Parce que le message d'entrée ou bien les messages quelconques qu'on veut hacher, c'est un ensemble infini et ça c'est un ensemble fini. Parce que la taille, ça dépendra de la taille du condensat. C'est toujours 2 à la puissance n le nombre d'éléments ici. Est-ce que c'est clair cette remarque? C'est pour ça qu'il y a des collisions. Regardez, si je prends une fonction de hachage qui produit des condensats de 64 bits. C'est vrai, regardez combien il y a de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités, mais quand même, c'est un ensemble qui est fini. Et l'ensemble d'entrée, c'est un ensemble infini. C'est-à-dire, forcément, il y a plusieurs messages qui peuvent avoir le même condensat. Et ça, c'est les collisions. C'est-à-dire, le message X et Y, ils ont tous les deux h de X égale à h de Y. D'accord. Donc, une fonction de hachage, à la différence d'une fonction de chiffrement, donc fonction de chiffrement, on parle de est-ce qu'elle est sûre ou pas, est-ce qu'elle est cassée ou pas. Donc, une fonction de hachage, on parle de résistance. Il y a une résistance à la première préimage, à la seconde préimage et résistance aux collisions. Donc, collision, j'ai expliqué. Mais allez, je vais expliquer plus. Donc, d'abord, résistance à la première préimage, c'est-à-dire quoi? Donc, tout ça, on a expliqué, mais c'est pour résumer. Donc, normalement, les trois, il faut qu'elle soit résistante à la première préimage, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, connaissant H, si je connais un condensat, il est impossible de retrouver M. C'est-à-dire, il faut qu'elle soit à sens unique. D'accord? Donc, ça, c'est le premier principe, résistance à la première préimage. C'est-à-dire, à partir de H, il ne faut pas pouvoir retrouver M. Maintenant, deuxième chose, résistance à la seconde préimage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire connaissant M et H, si je connais ces deux informations, il ne faut pas pouvoir trouver un prime, c'est-à-dire un autre message qui a le même condensat. On appelle ça résistance faible aux collisions. D'accord? Il faut faire la différence entre, regardez, on a résistance à la première préimage, c'est à sens unique. Résistance à la seconde préimage et collision, donc les deux, donc ça c'est collision, faible collision, ici forte collision. Il faut faire la différence entre les deux. Donc d'abord faible collision, connaissant M et H, il ne faut pas
retrouver un prime. Et forte collision ou bien collision tout court, connaissant H, il n'est pas possible de retrouver deux messages qui ont le même H. D'accord? Donc ici, connaissant M et H, il n'est pas possible, il faut pas pouvoir retrouver un prime. Ici, connaissant seulement H, il ne faut pas retrouver M et un prime qui ont le même H. À votre avis, qui est le plus difficile? Est-ce que ça va être la résistance à la seconde préimage ou bien aux collisions? C'est quoi le plus difficile? Pardon? La dernière. Donc quelqu'un de vous m'a dit que la dernière c'est non, ça va être la faible collision. C'est plus difficile de retrouver une faible collision. Pourquoi? Parce que dans la seconde préimage ou bien faible collision, résistance faible aux collisions, donc on a un message et on a une empreinte. Je cherche un message, c'est-à-dire j'ai un message, j'ai déjà un message, je cherche un message dont le condensat est le même, je cherche un autre. Tandis que dans collision, retrouver une collision, forte collision, j'ai un ensemble d'entrées. Je vais chercher n'importe quel deux messages qui ont le même condensat. D'accord? C'est-à-dire ici, il y a une forte, comment dirais-je, une forte supposition. Il faut avoir M et H. Tandis qu'ici, j'ai H seulement. Je vais chercher, connaissant H, je cherche deux autres messages. D'accord? Regardez, trouver une seconde préimage est beaucoup plus compliqué que de trouver une collision. D'accord. Donc ici, qu'est-ce que j'ai dit ici? Madame, Oui? j'ai pas compris la différence entre la résistance à la deuxième préimage et aux collisions. Donc ici, seconde préimage. D'accord? Vous avez un et vous avez son condensat. Vous avez un message, par exemple. Vous avez le message salut, bonjour. Et vous avez son condensat. D'accord? Ça, c'est seconde préimage. Vous avez ça et vous avez ça. Vous allez chercher un autre message. Dans le condensat, c'est ça. C'est-à-dire, c'est quoi les étapes pour retrouver ça? Il faut prendre un autre message haché pour trouver ça. Parce que cette opération n'est pas possible. À partir de là, retrouver un message. C'est pas possible. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retrouver un autre. Il faut prendre un message haché. Prendre un message haché. D'accord? Tandis que les collisions, vous allez prendre un espace. Vous n'avez pas bonjour. Vous n'avez pas bonjour. Vous allez prendre l'espace des mots. Vous allez prendre et vous allez chercher. Vous allez voir est-ce que deux messages ils ont le même condensat. Chercher deux messages qui ont le même condensat. C'est plus facile de faire ça que de retrouver un message à partir de bonjour. C'est-à-dire ici il y a une contrainte. C'est-à-dire chercher un autre message qui a ce hachage. Tandis que pour la collision, vous cherchez dans l'ensemble, c'est-à-dire prendre 2 à 2 et voir est-ce qu'ils ont le même condensat. Je ne sais pas ce que c'est clair. Donc la contrainte ici, c'est le message dans la seconde préimage. Bien sûr, je peux comprendre votre question. Dans les deux cas, c'est difficile. Mais ici, c'est plus difficile parce qu'on a la contrainte de message. Il faut retrouver. Et vous pouvez retrouver parce que l'ensemble d'arrivée, c'est un ensemble qui est limité, qui est fini. Donc, forcément, il y a un autre message. Mais comment le retrouver, le message? D'accord? C'est pas facile.
de retrouver. Oui. Et c'est plus compliqué d'avoir, si vous avez le message et vous cherchez le message dont il a le même condensat. Donc ici, bon, je ne vais pas entrer dans... Bon, ici, vérification d'intégrité. Parce que c'est ce que j'ai expliqué au début du chapitre. J'ai expliqué que pour les chapitres précédents, on a essayé de vérifier le besoin chiffrement. Donc ici, pour les fonctions de hachage, parmi les fonctions, ou bien, c'est-à-dire la fonction de hachage, elle permet de faire quoi? Donc elle permet de faire beaucoup de choses, par exemple créer des signatures numériques. Donc parmi les choses qu'elle permet, c'est de vérifier l'intégrité. C'est quoi vérifier l'intégrité? C'est-à-dire vérifier est-ce qu'une donnée est modifiée ou pas. D'accord? Donc comment on pourra vérifier ça? Donc juste on utilise une fonction de hachage. Donc on a un message, on veut voir par exemple un message qui est sauvegarde. On sauvegarde un message et bien sûr on sauvegarde son condensat, son hachage. On a son hachage. D'accord? Bien sûr pour pouvoir vérifier. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'ai mon message. Donc ça c'est la fonction de hachage. Regardez comment on a schématisé. Donc je calcule son h. H de m. D'accord? Je sauvegarde m et h de m. Ou bien soit je les sauvegarde ou bien je vais les envoyer. D'accord? Donc quelqu'un d'autre veut savoir est-ce que mon message est modifié ou pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc il n'y a pas l'opération inverse. D'accord? C'est pas possible de faire ça, l'inverse. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le message M qu'il a reçu, ou bien il est chez lui. Par exemple, dans votre PC, vous allez voir est-ce que le message a été modifié ou pas. Il va recalculer en utilisant la même fonction de hachage, le H. Et il va comparer les deux hachages. Donc, s'ils sont égaux, ça veut dire qu'il n'y a pas de modification, tout simplement. D'accord? C'est ce qu'on fait pour les mots de passe. Donc pour les mots de passe, on ne sauvegarde pas le mot de passe en clair dans les bases de données, mais on sauvegarde leur hachage. C'est-à-dire, je prends mon mot de passe, je prends le mot de passe. Bon, c'est une application qui va faire ça. D'accord? Elle prend les mots de passe, elle calcule le condensat, elle sauvegarde ça dans la base de données. Nom d'utilisateur et ça. D'accord? Lorsque vous allez taper votre mot de passe, elle va rehacher le mot de passe et vérifier dans la base de données est-ce qu'ils sont égaux. Est-ce que le mot de passe que vous avez tapé, vous allez taper un mot de passe, elle va calculer, c'est rapide une fonction de hachage, elle va recalculer ça, elle va comparer le mot de passe que vous avez tapé et le mot de passe le hachage qui est sur la base de données. S'ils sont égaux, ça veut dire c'est bon, il n'y a pas de modification du mot de passe. C'est le bon mot de passe. Donc même c'est le même principe si pour un document ou bien une donnée qui est modifiée ou pas. C'est comme ça qu'on vérifie l'intégrité, d'accord? Donc maintenant le fonctionnement d'une fonction de hachage. Comment une fonction de hachage, c'est-à-dire ici, comment elle fonctionne? J'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas rentrer en détail, je vais expliquer grosso modo. Donc elle fonctionne à peu près comme le chiffrement par bloc, si vous vous souvenez. Le chiffrement par bloc. Donc on a les données, on va les décomposer, notre donnée en blocs de taille fixe, par exemple 64 ou bien 28 bits. D'accord? Ensuite, le message. Ensuite, donc ça c'est... elle fonctionne de la même manière que le chiffrement par bloc parce que le message initial est découpé en blocs. Et on va opérer séquentiellement sur les blocs. C'est ce qu'on fait par exemple dans les modes de chiffrement. À part le premier mode qui n'est pas utilisé
les modes de chiffrement, on va les utiliser séquentiellement. C'est-à-dire, je vais utiliser d'abord le premier, ensuite le second. Le second utilise le résultat du premier, d'accord? Donc, vous avez ici un... qu'est-ce que j'ai dit ici? Au cœur d'une fonction de achat se trouve une fonction de compression. D'accord? Parce que, donc ici, c'est une fonction de hachage. Donc, il y a des rotations, des additions. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a une compression. Certaines fonctions de hachage utilisent le vecteur d'initialisation qu'on a vu aussi dans le chiffrement symétrique. Vous avez ici un exemple de MD5. C'est une fonction de hachage. C'est une fonction de hachage qui produit des empreintes de 128 bits. Donc, regardez, vous avez votre message. D'accord? Donc, ici, c'est le bourrage, padding. On a vu aussi ce principe-là. Pourquoi? Parce qu'elle décompose le message en blocs de 512 bits. Regardez, premier 512 bits, 512, 512, ainsi de suite. Le dernier, elle va le bourrer. Par exemple, il manque 100 bits. Elle va faire un bourrage avec un caractère spécial ou bien des zéros, ça dépend. D'accord? Donc ici, le principe, décomposer le message en blocs de 500 bits, faire un bourrage du dernier jusqu'à arriver à 512 bits comme les autres. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Dans MD5, on utilise un vecteur d'initialisation sur 128 bits. Et je vais utiliser, donc ça c'est la fonction de hachage. Je vais utiliser le premier bloc avec le IV, vecteur d'initialisation. Je vais générer un message sur 128 bits. Je vais utiliser avec le deuxième, ainsi de suite, ainsi de suite. Le dernier message généré, c'est le condensat. D'accord? Donc ici, c'est des opérations élémentaires qui sont rapides, des additions, des rotations. D'accord? Donc il n'y a pas une clé comme les fonctions de chiffrement. Donc je répète, donc ça ressemble au chiffrement symétrique parce que c'est par bloc. Et c'est séquentiel, c'est-à-dire j'ai besoin de ce résultat pour faire le deuxième. Donc je prends le premier bloc et le premier IV. Bon, premier, on a un seul IV au départ. J'utilise des opérations, je vais produire celui-là. Je vais utiliser ce bloc sur 128 bits avec le Y1, donc ce bloc-là avec le deuxième bloc, utilise une fonction de hachage, je produis 128 bits. Le dernier condensat et le résultat de la fonction de hachage qui est sur 128. D'accord? Je ne vais pas rentrer ici en détail, vous pouvez trouver des détails sur le net. D'accord? Donc si vous n'avez pas de questions, je vais passer à un autre point qui est la signature numérique. Je vais regarder si vous avez des questions. Vous n'avez pas de questions. Donc, ce qu'il faut mettre à la tête, c'est qu'une fonction de hachage, je peux l'utiliser dans différents cas. Donc, sauvegarder des mots de passe, créer des index, vérifier l'intégrité et aussi dans la signature numérique qu'on va voir par la suite. Donc, le but d'une signature numérique, d'accord, c'est, qui peut me dire, c'est quoi les signatures numériques ou bien pourquoi on utilise des signatures numériques? Qui peut me dire quand est-ce qu'on utilise des signatures numériques? Vous ne savez pas. J'ai déjà parlé de ça. Signature numérique. C'est le même principe qu'une signature manuscrite.
Pourquoi on utilise les signatures? Pourquoi on signe? Identifiant de la personne. Pardon? C'est pour authentifier la personne. tout simplement pour s'authentifier. Donc je signe pour être sûr de mon identité, pour que l'autre va être sûr de mon identité. Donc si vous avez un cachet, c'est-à-dire que vous êtes sûr de l'identité de l'autorité qui vous a mis le cachet, ou bien la signature. D'accord? Donc, le but, c'est d'authentifier l'identité de l'auteur, c'est-à-dire être sûr de l'identité de celui qui vous a envoyé le message. D'accord? Et aussi, c'est une preuve d'intégrité du message. Donc, si vous avez une signature, d'accord? Si vous avez une signature, je vais vous dire c'est quoi une signature après. Si vous avez une signature et qui est valide, qui est correcte, parce que vous pouvez avoir une signature qui n'est pas correcte. Si vous avez une signature et vous avez vérifié qu'elle est validée ou bien correcte, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous êtes sûr de l'identité avec qui, ou bien de celui qui vous a envoyé le message, et aussi que le message n'a pas été modifié. D'accord? Pourquoi? Parce que, bien sûr, si la signature utilise les fonctions de hachage, on est sûr que le document n'a pas été modifié. Parce qu'au début, on n'utilisait pas les fonctions de hachage. Donc, c'est quoi une signature électronique, bien sûr? C'est une donnée. C'est une donnée qui est rajoutée aux données, au message. Donc, vous envoyez un message. Donc, au début, lorsqu'on avait parlé de chiffrement chiffré, on envoie seulement le message chiffré. C'est-à-dire, j'assure seulement la confidentialité, je ne suis pas sûre de l'identité de celui qui m'a envoyé. Si je veux assurer aussi la signature, je vais chiffrer et envoyer une signature. Je vais attacher au message, donc c'est une information en plus. Donc il y a la donnée, soit elle est en clair ou bien chiffrée. D'accord, ça dépend le cas. Donc soit je peux envoyer le message, peu importe si les autres le lisent, c'est pas une information sensible. Donc je peux, d'accord? Donc j'ai déjà parlé de ça au début. Donc ça dépend le besoin. Ça ne veut pas dire que pour avoir une sécurité, il faut chiffrer, il faut signer. Ça dépend. Par exemple, dans un site web, c'est pas la peine de chiffrer les informations. Au contraire, je permets aux autres de lire les informations. Donc, c'est pas des informations sensibles. Par exemple, des informations, par exemple, des cours. C'est pas des informations sensibles. Je permets aux autres d'accéder. Mais ne pas modifier. Et aussi, je permets aux autres de vérifier l'authentification, c'est-à-dire je vais rajouter ma signature à la fin du document. D'accord. Donc, ici, une signature, c'est quoi? C'est une donnée ajoutée aux données qui permet à un destinataire de prouver la source et aussi l'intégrité de données. Intégrité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas modifiés. Donc, comment on crée des signatures numériques? Protocole de signature numérique. Donc ici, j'ai donné 3 protocoles de signature numérique, mais en réalité, on utilise seulement le 3e. Ce n'est pas des protocoles différents pour créer des signatures numériques, mais c'est des étapes comment on a, au début, comment on crée la signature, après ça, après, on utilise ça. D'accord? Donc tout au début, on n'avait pas les algorithmes asymétriques. On avait seulement les algorithmes symétriques. Donc, on utilisait les algorithmes symétriques pour créer des signatures. Il n'y avait pas les algorithmes asymétriques au début. Comment, en utilisant un algorithme symétrique ou bien à clé secrète, on a pu créer bon, c'est pas une signature, mais c'est une preuve d'authentification, preuve d'identité d'autre. Comment on a fait ça? Donc, on utilise un arbitre. D'accord, il y a 2 clients
client-serveur ou bien deux clients différents, il y a un arbitre ou bien une autorité qui est digne de confiance entre les deux, entre plusieurs utilisateurs. Je vais parler de deux ici. Donc, si A veut envoyer un message à B, d'accord, quelqu'un veut envoyer un message à un autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chiffrer, parce qu'ici, on parle de chiffrement symétrique ou bien à clé secrète. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, l'autorité ou bien l'arbitre a toutes les clés des autres utilisateurs. Il a toutes les clés symétriques. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le client A veut envoyer un message à un autre client. Il va qu'est-ce qu'il va faire? Il va chiffrer son message par sa clé et envoyer le résultat à l'arbitre. L'arbitre qui possède la clé du client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déchiffrer avec sa clé et il va rajouter un avis, c'est-à-dire une preuve. Puis il envoie le tout, c'est-à-dire le message envoyé pour le client plus l'avis, son avis, à un autre utilisateur. Chiffré avec la clé de l'autre utilisateur. Lorsque B reçoit le message, il est sûr. Grâce à quoi? Grâce à l'avis rajouté par l'arbitre. D'accord? Il est sûr que ça provient de l'utilisateur A. Donc, ce mécanisme-là n'est pas vraiment utile. Au début, lorsqu'on n'avait pas les algorithmes asymétriques, il a été un peu utilisé, mais il est très coûteux. Pourquoi? Il est coûteux en temps pour l'arbitre. À chaque fois, il va déchiffrer, mettre un avis et envoyer, déchiffrer, mettre... En plus, est-ce que... Donc, il faut avoir une base de données des clés. Il a la clé des clients. Donc, il y a une base de données qui doit être gardée en toute sécurité. Si elle est divulguée, c'est-à-dire toutes les signatures deviennent inutilisables. D'accord. Deuxième mécanisme. Donc, premier mécanisme, c'est clé secrète et un arbitre. Deuxième mécanisme, c'est un algorithme à clé publique, les algorithmes asymétriques. On avait dit que lorsque les algorithmes asymétriques, on a créé les algorithmes asymétriques parmi les avantages. Donc, le premier avantage, c'était l'échange de clés. Il n'y a plus d'échange de clés lorsqu'on a créé les algorithmes à clé publique. C'est ça le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que les algorithmes à clé publique permettent la création des signatures numériques. Le fait d'avoir un algorithme à clé publique, c'est-à-dire c'est possible de créer une signature numérique. Pourquoi? Parce qu'on a deux clés. Une clé pour chiffrer, c'est ça le principe d'un algorithme à clé publique. Une clé pour chiffrer qui est la clé publique et une clé pour déchiffrer c'est qui est la clé privée. On peut utiliser le même algorithme et le même principe pour créer une signature et vérifier une signature. D'accord? Pourquoi? Parce que pour créer une signature, qui peut créer une signature? C'est seulement le détenteur de la clé privée. À qui on permet de vérifier? À tout le monde. Tout le monde pourra vérifier est-ce que la signature est correcte ou pas. Est-ce qu'elle est valide ou pas. D'accord? Donc, dans le chiffrement, pour le chiffrement, regardez. Pour le chiffrement, la clé publique, donc on a une clé publique, on utilise la clé publique pour chiffrer la clé publique de l'autre. L'autre pourra utiliser sa clé privée, c'est lui seulement qui peut déchiffrer le message. Le message lui est destiné. Dans la signature, je peux utiliser cette clé privée, mais la mienne, hein. Regardez, pour le chiffrement, j'utilise la clé publique de l'autre. Pour la signature, j'utilise ma clé privée. Vous voyez ici l'inverse. Donc, vous avez l'utilisateur A, il utilise la clé publique de l'autre, la verte. Ici, pour la signature, pour déchiffrer, il va utiliser ici une clé privée.
Donc ici, un utilisateur va utiliser sa clé privée. Donc ça c'est Alice et ça c'est bon. Elle va utiliser sa clé privée pour créer une signature. C'est pas un texte chiffré, mais c'est une signature. L'autre, qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser la clé publique du premier utilisateur pour vérifier est-ce que la signature est valide ou pas. Je ne sais pas si vous avez compris le mécanisme. On va utiliser le même algorithme que vous connaissez, c'est-à-dire l'algorithme qui... le principe clé publique, clé privée. La clé publique qui a été utilisée pour chiffrer, tout le monde pourra chiffrer. Mais seulement le détenteur de la clé qui pourra déchiffrer, lire le message. Et pour les signatures, on va permettre à tout le monde de vérifier une signature. Ce n'est pas un problème que les autres vérifient est-ce que la signature est valide ou pas. Mais qui va créer une signature valide, c'est le détenteur de la clé privée. Est-ce que vous avez des questions? Non, donc j'avance. Madame, Oui. l'arbitre d'Internet n'interfère pas ici. Non, il n'y a plus d'arbitre, heureusement. Il n'y a plus d'arbitre dans les algorithmes, dans cet algorithme. Justement, c'est ça. Donc ici, c'est un mécanisme qui est très coûteux, qui n'est pas vraiment utilisable. Au début, lorsqu'on n'avait pas le choix. Il faut avoir une entité digne de confiance entre deux utilisateurs qui va mettre la vie. Mais après, lorsqu'on avait créé, c'est parmi les avantages merveilleux des algorithmes à clé publique. Je vais utiliser juste ma clé privée pour créer une signature. Et tout le monde pourra vérifier. D'accord? J'ai plus besoin d'une autorité. Bon, dans le dernier chapitre, on va avoir besoin d'une autorité. D'accord? Mais c'est pas pour créer des signatures. C'est pour authentifier la clé. Parce qu'on avait déjà parlé de ça. C'est un inconvénient des algorithmes à clé publique. Je vais revenir sur ça. Pourquoi j'utilise une autorité, même ici? C'est autre chose. Je vais utiliser une autorité pour être sûr. C'est une autorité de certification. C'est-à-dire, est-ce que la clé publique, elle appartient bien à cette personne? Parce qu'ici, pour vérifier la signature ici, j'ai la clé publique de l'utilisateur. Mais est-ce que cette clé est bien celle de Alice et pas d'autres personnes qui m'a envoyé? Ou bien dans l'annuaire, il a changé la clé publique. L'annuaire n'est plus d'accord. Il faut être sûr. Donc ça, c'est l'authentification des clés publiques, justement. Pour être sûr, à un niveau bien... à une grande échelle, il faut avoir une autorité de certification digne de confiance. Mais ce n'est pas le même principe. Donc ici, l'autorité permet de signer, de donner un avis. Ici, elle permet d'authentifier la clé. C'est pas coûteux ici, l'autorité de certification. Pourquoi c'est pas coûteux? Parce qu'il suffit au début qu'elle nous met un avis au début dans donc ça va être un document là où il y a la clé publique et l'avis. Je peux utiliser à chaque fois. Par exemple pendant 2 ans, pendant 1 année. Mais ici, à chaque fois que je vais envoyer, ça passe par celui-là. Par l'arbitre. D'accord? Donc dans le dernier chapitre, on va parler de l'autorité de certification, mais ce n'est pas le même principe. Ici, on n'a plus besoin de l'arbitre. Juste une paire de clés. Mais de préférence, il ne faut pas utiliser la paire de clés qui permet de chiffrer. Il faut avoir 2 paires différentes. Une paire pour chiffrement et une autre pour la signature. Sinon, il y aura des problèmes. Quel genre de problème? D'accord? Quel genre de problème? Imaginez que je vais envoyer un message. Je peux envoyer un message. Ici, il ne faut pas utiliser la même clé. Je vais envoyer un message. Bonjour. Ça, c'est le chiffrement.
je chiffre avec la clé publique. D'accord? Je chiffre avec la clé publique. Imaginez que vous avez créé une signature numérique. Où là, quelqu'un va vous dire signez-moi un message. Il pourra vous dire signe-moi un message. N'importe, par exemple, le même bonjour. Il va vous dire signez-moi le message pour être sûr que de votre identité. C'est-à-dire vous allez signer, vous allez le déchiffrer en quelque sorte. Vous allez avoir la même chose. Non, ça c'est chiffré. Ça c'est chiffré. Bon, j'ai pas su vous donner un bon exemple, mais ce que je voulais dire ici, il ne faut pas utiliser la même paire de clés pour chiffrer et déchiffrer, sinon vous aurez à divulguer votre... quelqu'un ne pourra pas retrouver la clé privée, mais il pourra... Qu'est-ce qu'il pourra faire? Il pourra lire des messages, vous envoyer des messages pour signer alors que vous allez déchiffrer, parce que ça va être la clé de... Il pourra vous envoyer un message illisible et vous dire signez-moi le message, vous allez signer avec votre clé privée. C'est ça le principe. Et vous allez lui envoyer un message. Le message, ça va être un message clair. Je ne sais pas si c'est clair. L'essentiel, il ne faut pas utiliser la même paire pour chiffrer et signer. Bon. Toujours dans le deuxième mécanisme, là, on utilise juste un système à clé publique. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Un des avantages majeurs de la cryptographie à clé publique est qu'elle procure des méthodes qui permettent d'utiliser la signature numérique. Donc, un algorithme à clé publique permet d'utiliser les signatures numériques. Pourquoi? Parce qu'on a une clé publique et une clé privée. Une clé publique pour vérifier la signature et une clé privée pour créer une signature. D'accord. Troisième mécanisme. Troisième mécanisme, c'est le même que le deuxième. D'accord. Troisième mécanisme, c'est le même. Sauf que on utilise une fonction de hachage. Signature à l'aide d'un système à clé publique et d'une fonction de hachage. Pourquoi je prends le deuxième? Pourquoi je vais rajouter une fonction de hachage ici? Qui peut me dire? Je vais prendre le troisième protocole. Regardez, je répète. Il y a trois protocoles. Voilà, trois protocoles. Le premier, on utilise un arbitre et un système à clé secrète. Il n'est pas intéressant. Le deuxième, on utilise un système à clé publique. Le troisième, c'est toujours un système à clé publique. C'est le même principe. C'est-à-dire signer avec une clé privée et vérifier la signature avec une clé publique. Sauf qu'on rajoute une fonction de hachage. Qui peut me dire pourquoi on rajoute la fonction de hachage? Je l'ai déjà dit. Unicité. Pardon? Ça permet? Sens unique, non, c'est pas ça. C'est pas parce que c'est à sens unique. C'est vrai, c'est un avantage, mais c'est pas parce que c'est à sens unique qu'on l'utilise dans la signature. Donc, c'est pas ça. Regardez, qu'est-ce qu'on a dit pour les algorithmes à clé publique? Qu'est-ce qu'on a dit pour les algorithmes? L'inconvénient des algorithmes à clé publique. Parce qu'ici, regardez, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais utiliser une clé privée pour créer une signature et une clé publique pour vérifier la signature. C'est-à-dire, je vais utiliser un algorithme à clé publique. C'est ce qu'on a dit ici, un système à clé publique. N'est-ce pas? C'est quoi l'inconvénient des algorithmes à clé publique? L'inconvénient majeur. On connaît la clé. Laquelle? Quelle clé? La clé publique de...
Non, ça c'est pas un inconvénient. Je connais la clé. Au contraire, puisque je connais la clé, je peux déchiffrer, je peux vérifier avec. On avait parlé même en TD des inconvénients d'un algorithme à clé publique. C'est quoi l'inconvénient majeur? Il y a plusieurs. L'inconvénient majeur d'un algorithme à clé publique. Qui peut me dire? C'est l'inconvénient majeur, c'est quoi? C'est la lenteur. Ils sont lents. Il y a aussi l'authentification, mais ça, il y a une solution. Mais la lenteur, il n'y a pas de solution. Les algorithmes à clé publique permettent de résoudre le problème d'échange de clés. C'est vrai, mais ils sont très lents. C'est pour ça qu'on utilise les fonctions de hachage. Parce que les fonctions de hachage sont rapides. Et qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de signer tout le message qui est volumineux, on va signer juste le condensat. Parce que le condensat ou bien le hachage c'est quoi? Vous allez prendre votre message et vous allez calculer, condenser le message, compresser le message, avoir un condensat de taille fixe et petit. Généralement, c'est petit. D'accord? Donc, la méthode, la troisième méthode ou bien troisième protocole consiste à calculer une empreinte du message à signer. Si je veux signer un message, je ne vais pas signer en réalité tout le message, mais je ne chiffre que cette empreinte. C'est-à-dire je ne signe seulement que l'empreinte, c'est-à-dire le résultat de la fonction de hachage. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est plus rapide. Une fonction de hachage, c'est plus rapide. Et la quantité de données à chiffrer, elle est réduite. Donc, cette solution, elle est plus rapide que l'autre. Donc, le principe, ça va être quoi? On va prendre le message. Le deuxième protocole, on va faire quoi? Le deuxième protocole, on va prendre le message. On calcule en utilisant la clé privée. C'est ça le chemin. Deuxième protocole. Message, clé privée, je calcule la signature. Message, clé privée, calcule la signature. Le troisième protocole, c'est le protocole qu'on utilise. J'utilise une fonction de hachage au milieu. C'est-à-dire le message, je vais appliquer une fonction de hachage qui est rapide et qui va produire un message réduit. Donc, lorsque je vais appliquer un algorithme à clé publique, je vais l'appliquer sur un message qui est réduit, c'est-à-dire taille réduite, au lieu de l'appliquer sur le message tout entier. Donc, la taille va être réduite, donc ça va être plus rapide. Je calcule une signature de petite taille. Pour le destinataire, comment il va vérifier? Bien sûr, toujours pour le déchiffrement, on fait l'inverse. Le chemin inverse ici. Ici, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que la fonction de hachage, elle est à sens unique. Donc, à partir de la signature, je peux faire ça. Je peux exécuter ça, l'algorithme à clé publique, en utilisant la clé publique au lieu de la clé privée. D'accord? L'autre, il a la clé publique, il n'a pas la clé privée. Il va avoir un message haché, mais il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Regardez qu'est-ce qu'il va faire le destinataire. Il a la signature. Il va appliquer un algorithme à clé publique, bien sûr en utilisant la clé publique, parce qu'il est en train de vérifier. Celui-là, il a créé une signature en utilisant la clé privée. Celui-là, il va vérifier en utilisant la clé publique. À partir de la signature, il va créer le message haché. Mais à partir du message haché, il ne peut pas utiliser la fonction de hachage pour revenir ici. Non, parce qu'elle est à sens unique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder ça. Il va prendre le message reçu
Il va appliquer une fonction de hachage, ensuite il va comparer les deux. D'accord? Donc l'expéditeur, qu'est-ce qu'il va envoyer? Il va envoyer le message et la signature. D'accord? Le message et la signature. C'est le même principe en réalité. On a un message signé. Donc ça c'est pour juste, ici c'est juste pour vérifier l'authentification. Si vous voulez vérifier l'authentification et la confidentialité, bien sûr ici, il ne va pas envoyer le message en clair. Il va envoyer le C, c'est-à-dire il va le chiffrer avec la clé, celui-là. Il va faire ça. Et aussi, il va prendre le message, il va appliquer un algorithme à clé publique avec la clé publique de l'autre. C'est-à-dire il aura C, un message chiffré. Il va envoyer un message chiffré et le hachage. Mais ici, qu'est-ce qu'il va envoyer? Parce qu'on ne s'intéresse pas à la confidentialité, il va envoyer le message et la signature. Celui-là, lorsqu'il va recevoir, il va recevoir le message et la signature. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer une fonction de hachage, il va avoir un H. Il va appliquer un algorithme à clé publique sur la signature reçue. Il va avoir un autre H, il va comparer. Si ils sont égaux, ça veut dire que c'est authentique, la signature est valide. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions? D'accord, donc ça c'est pour expliquer le schéma. Donc A calcule le condensat ou bien le hachage de son document et le signe à l'aide de sa clé privée. Donc tout ça c'est pour être sûr que la signature est faite sur le document. Donc si les deux hachages sont égaux, ça veut dire que la signature est faite sur le document en question et pas un autre document. Donc si vous n'avez pas de questions, je vais expliquer l'algorithme RSA. On a déjà utilisé l'algorithme RSA dans le chiffrement. Ici pour la signature, ça va être le même algorithme. D'accord? Ce sera exactement le même algorithme qui permet de créer des signatures et vérifier des signatures. D'accord? Regardez pour... Oui. Vous pouvez répéter le schéma précédent? Oui, bien sûr. Le schéma précédent, voilà, le schéma qui permet de calculer des signatures numériques utilisant les fonctions de hachage. On a un message. Donc ici, je répète, je m'intéresse seulement à l'authentification. C'est-à-dire, je ne m'intéresse pas à la confidentialité. Sinon, je ne vais pas envoyer le message en clair. Parce qu'ici, l'expéditeur, qu'est-ce qu'il va envoyer? Il va envoyer ça, regardez. Les flèches. Il va envoyer le message et la signature. Si vous vous intéressez à la confidentialité, c'est très simple. Au lieu d'envoyer le message, je vais exécuter un autre algorithme ici qui me produit C, le message chiffré. Bien sûr, c'est un algorithme à clé publique dont j'utilise la clé publique de l'autre. Je ne vais pas utiliser ma clé publique. Ici, je vais utiliser ma clé privée. D'accord? Ici, je m'intéresse seulement parce que vous connaissez comment vous allez chiffrer, quelle clé utiliser, quel algorithme. D'accord? Donc ici, je m'intéresse seulement à la signature. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai mon message. Je vais appliquer une fonction de hachage. Je vais avoir un hachage de taille fixe. Et le plus important, elle est de taille réduite. D'accord? C'est pour ça que j'utilise une fonction de hachage. C'est pour que ça soit plus rapide. Parce que les algorithmes à clé publique sont très lents. Donc, je vais appliquer, au lieu d'appliquer l'algorithme à clé publique, c'est-à-dire au lieu de signer le message tout entier, parce que je signe avec la clé privée. Au lieu de signer le message tout entier, je vais signer juste le hachage en utilisant l'algorithme à clé publique. En utilisant ma clé privée, je vais générer une signature numérique.
Le destinataire, il va recevoir le message et la signature. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la signature, il va faire l'inverse. Il va appliquer un algorithme à clé publique en utilisant la clé publique de l'expéditeur, bien sûr. Il faut toujours utiliser la clé associée. Celui-là a utilisé sa clé privée. Moi, pour vérifier, j'utilise sa clé publique. Ça. D'accord? Pas ma clé publique. Pour vérifier. Oui. Donc, j'ai une signature. Je vais utiliser la clé publique pour vérifier. Je vais avoir un hachage. Donc, si je n'utilise pas le hachage, je vais avoir directement le message. Est-ce qu'il est égal ou pas? Je vais avoir quelque chose que je vais vérifier avec le message. Puisque j'ai utilisé le hachage, je vais avoir un hachage. Je vais appliquer la même fonction de hachage sur le message, la même fonction utilisée ici. La même fonction de hachage sur le message, je vais avoir un autre hachage. Je compare les deux. Si c'est bon, ça veut dire que la signature est valide. C'est clair? Madame, Oui. pourquoi nous n'avons pas fait dans l'estimateur? On peut pas décrypter avec notre clé privée. Ici, pourquoi on n'a pas... J'ai pas mis clé privée. Oui. Le privé du destinataire, pas celle de l'expéditeur. Pourquoi? Regardez, donc celui-là, il est en train de créer, il a créé une signature. Oui. Celui-là, il a créé. Donc la création d'une signature, c'est en utilisant la clé privée. Mais celui-là, il ne va pas créer une signature. Ça, c'est l'inverse. Il va vérifier la signature. Pour que cette signature donnera le même hachage, il faut utiliser le même algorithme et la clé publique. La associée à celle-là. Attendez. Attendez. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il faut rajouter quelque chose. Donc, regardez. Je vais rajouter ça pour que ça soit... Donc, créer une signature. J'ai utilisé beaucoup de slides, mais je crois que c'est pas suffisant. Donc, pour créer, vérifier une signature. Pour créer une signature, j'utilise une clé privée. Pour vérifier une signature, j'utilise une clé publique. Mais il faut que ça soit associé, hein, cette clé privée, parce que chaque clé publique a une clé privée associée. La même. Si elle n'est pas associée, je ne pourrais pas. C'est-à-dire si vous avez deux utilisateurs, A et B. Celui-là, A, et l'autre B. Si A veut envoyer une signature, qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va envoyer une signature. Signature ici. Signature. Il va utiliser sa clé privée. Clé privée K privée de A. Sa clé privée, parce que la signature, c'est la signature de A. Mais B, s'il veut envoyer aussi sa signature, il veut envoyer sa signature, il va utiliser sa clé privée de B. Maintenant, B, il va recevoir la signature. Comment il va vérifier la signature? Il va utiliser la clé publique de A. Donc, il va utiliser une clé publique d'un autre utilisateur ou de sa clé publique, il ne pourra pas vérifier. Parce qu'il faut que ça soit associé. Parce que les clés privées et clés publiques, comme vous avez vu dans les algorithmes, dans le cours ETD, c'est des multiplications, exponentiations. Si ça ne va pas être la même clé privée, la même clé associée, c'est-à-dire je prends 1 égale à P fois Q et tout, si je prends une autre clé, ça va pas, c'est pas correct. Ça va pas me donner quelque chose de valide. C'est-à-dire B ici, s'il va recevoir cette signature,
il faut qu'il vérifie avec il faut la vérifier avec la clé privée. CTRL-C. La vérification. Comment il va vérifier? Avec la clé publique de A et pas avec sa clé publique ou clé publique de quelqu'un d'autre. D'accord? Et si B qui veut envoyer une signature, il va créer avec la signature. Avec la signature, il va la créer avec sa clé privée. Parce que seulement B qui pourra créer de la signature. Pourquoi A crée avec sa clé privée? Parce qu'on est sûr que c'est seulement A qui détient la clé privée, pas d'autres. D'accord? Je reviens à la figure. Non, pas celle-là. Cette figure-là. Regardez, l'expéditeur utilise sa clé privée. Et le destinataire utilise la clé publique. Pourquoi? Pas pour signer, c'est pour vérifier cette signature reçue. J'ai reçu une signature, je vérifie en utilisant la clé publique de l'expéditeur. Je ne suis pas en train de créer une autre signature pour utiliser ma clé privée. Je suis pas sûre, je sais pas ce que c'est quoi. C'est clair maintenant. D'accord? C'est clair maintenant? D'accord. Donc je vais expliquer l'algorithme RSA, ça va être plus clair, je crois. Je vais terminer avec. Donc vous avez l'algorithme RSA. Vous connaissez l'algorithme RSA de chiffrement. Tout le monde connaît l'algorithme RSA de chiffrement. On prend N, je prends d'abord P et Q, c'est des nombres premiers, de grands nombres premiers. Je multiplie, je prends N. Je vais avoir E, c'est la clé publique, et D, petit d, c'est l'inverse de P. D, c'est l'inverse de E, donc D, ça va être la clé privée. C'est le même principe. D'accord. Directement. Donc, pour créer une signature, pour chiffrer, qu'est-ce qu'on avait dit pour chiffrer pour l'algorithme RSA? On prend, pour chiffrer, hein, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire N à la puissance E. C'est-à-dire tout le monde pourra chiffrer. M à la puissance E. C'est égal à C, ça. C'est ce qu'on a fait dans l'algorithme RSA. Et pour déchiffrer, qu'est-ce que j'ai fait? Pour déchiffrer, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre C à la puissance D. D'accord? Pour déchiffrer, il faut utiliser la clé privée. Ça, c'est la clé privée D. Je retrouve mon M. Je ne vais pas parler ici de fonction de hachage. C'est comme si on n'utilise pas de fonction de hachage. Mais en réalité, on utilise la fonction de hachage. D'accord? C'est-à-dire, au lieu de M, ça va être H de M. Donc ça, c'est clair. Toujours, j'utilise M, mais en réalité, c'est H de M pour que ça soit plus rapide. Donc, pour chiffrer, donc ça, c'est le chiffrement, déchiffrement. Ça, tout le monde connaît. Pour chiffrer, je vais utiliser M à la puissance E, je vais avoir C. Pour déchiffrer, c'est... Donc, pour signer, je vais faire l'inverse. Parce que pour signer, j'ai besoin de D. D'accord? Pour signer, j'ai besoin... Parce que c'est moi seulement qui pourra créer une signature. Je vais utiliser mon D. Donc, je ne vais pas mettre C à la puissance D parce que je n'ai pas le message chiffré. Mais je vais mettre M à la puissance D. Je signe le message. Je vais mettre M à la puissance D. Je vais avoir une signature. Je ne vais pas avoir un chiffré. Donc, ça, c'est pas chiffré, mais c'est signé. C'est comme si je vais utiliser le déchiffrement. Le déchiffrement, ça va être la signature parce que j'utilise la clé privée. Et pour vérifier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici E. Je vérifie avec la clé publique. E de quoi? De S. Je vérifie la signature. Donc la signature, je vérifie avec la clé publique, je vais avoir M.
M reçu, ou bien en réalité H de M. D'accord? Regardez. Donc pour signer, pour créer une signature en utilisant l'algorithme RSA, je vais prendre mon message, en réalité le condensat pour être plus rapide, à la puissance D, parce que je signe en utilisant la clé privée, modulo N. Je crée la signature. Pour vérifier une signature, je vérifie en utilisant E. Je vérifie quoi? Je vérifie S. S à la puissance E, il faut qu'il me donne M. Et si j'utilise une fonction de HH, ça ne va pas me donner 1, mais ça va me donner H de M. D'accord? Bien, donc j'ai même ici donné RSA avec le hachage. RSA avec le hachage, voilà l'émetteur. Donc il a un message. Je crée un condensat. Voilà le condensat. Donc ça c'est la fonction de hachage. Voilà le condensat, ou bien le hachage. J'applique une fonction de RSA, la fonction RSA, en utilisant la clé privée de Alice. Je vais avoir une signature. Je vais envoyer la signature et le message. Celui qui va recevoir, c'est le même principe de tout à l'heure. Le message et le condensat. Le message, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer la même fonction de hachage. Je vais avoir un hachage. Et le hachage reçu, je vais lui appliquer une fonction, l'inverse, une fonction RSA, mais avec la clé publique de Alice. Parce que je suis en train de vérifier la signature de Alice. Ça, c'est la signature. Je vais appliquer le même algorithme RSA. Je vais avoir un autre hachage. Je vais voir est-ce que c'est égaux. Si ils sont égaux, le message est correct. Sinon, le message n'est pas a été modifié, la signature n'est pas valide. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans RSA, l'utilisateur va signer un message M par un déchiffrement dans le chiffrement RSA. C'est-à-dire, pour signer, je déchiffre. C'est comme si je déchiffre. J'utilise l'algorithme RSA. J'utilise le déchiffrement RSA. Parce que le déchiffrement, c'est en utilisant la clé privée. Et la signature, c'est la clé privée. Donc, elle est la seule capable de signer. C'est la seule qui détient la clé secrète. Et la fonction de vérification, c'est quoi? C'est la fonction de chiffrement. Pourquoi? Parce que la fonction de chiffrement, elle utilise la clé publique. Et la fonction de vérification, elle utilise la clé publique de l'autre. Donc tout le monde pourra vérifier la signature de tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde pourra utiliser la clé publique des autres. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Donc si vous n'avez pas de questions, je vais m'arrêter ici. En fin de compte, c'est comme l'algorithme, c'est comme le schéma précédent. Celui-là, RSA. Oui. C'est exactement. Oui. C'est exactement ça. Seulement, c'est exactement cet algorithme. Seulement, ça c'est en général. C'est n'importe quel algorithme, seulement c'est spécial. C'est spécial pour l'algorithme RSA. Ça, c'est l'algorithme RSA. Vous pouvez, même ici, c'est général. Seulement ici, si vous voulez dire El Gamal, donc ça c'est El Gamal. Ça c'est El Gamal. Mais El Gamal, ça change. Hein, on va voir après. L'algorithme RSA, on utilise exactement l'algorithme. C'est-à-dire quoi exactement? C'est-à-dire M à la puissance D. Mais El Gamal, non. On va changer. La version qui permet de chiffrer, c'est pas la même qui permet de signer. Ici, c'est exactement le même. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser la même clé. C'est déconseillé d'utiliser la même clé de chiffrement-déchiffrement. D'accord? Pour chiffrer et pour signer. Mais vous pouvez l'utiliser. Si vous prenez l'algorithme RSA, la procédure pour générer la clé, c'est la même. Je prends P et Q, je prends N, je multiplie P et Q, je vais avoir N, je vais choisir un E, je vais calculer D à partir de E, ou bien je choisis D, je calcule E, c'est l'inverse modulo phi de N. D, ça va être la clé privée, E, c'est la clé publique. Donc, pour chiffrer, ou bien pour signer, je vais prendre mon message à la puissance D. Et pour vérifier,
je prends la signature reçue à la puissance E. Et E, c'est quoi? C'est la clé publique de l'autre. D'accord? La puissance E, c'est la taille de la clé publique. Non. Le E ici, c'est la clé publique. C'est pas la taille, c'est la clé publique. Et D, c'est la clé privée. E, c'est la clé publique. Donc, si vous voulez, je peux revenir un petit peu sur... Regardez ici l'algorithme RSA. Voilà l'algorithme RSA. Bon. L'algorithme RSA, choisir deux grands nombres P et Q. Calculer n égale à P fois Q. Calculer phi de n. C'est quoi P moins 1 fois Q moins 1? C'est la fonction indicatrice de l'heure. Choisir un E tel qu'il est premier avec phi de n. Pourquoi il est premier avec phi de n? Parce que je dois calculer son inverse. E, l'inverse de E, modulo phi de n. D. La clé publique, c'est En. Et la clé privée, c'est Dn. Donc, pour chiffrer, c'est M à la puissance E, qui est la clé publique. Tout le monde pourra chiffrer. Pour déchiffrer, c'est C, c'est-à-dire le message chiffré, à la puissance D. Parce que c'est moi seulement qui détient la clé privée, c'est la clé privée D. Détient la clé privée, c'est moi, je pourrai déchiffrer. Les autres ne pourront pas déchiffrer. Pour la signature, tout ça, ça sera la même chose. Pour créer une autre paire de clés. Je vais créer par exemple E', N', D', Dn'. Pour signer maintenant, je vais appliquer la fonction de déchiffrement. Je vais mettre mon message à la puissance D. Parce que c'est moi seulement qui pourra créer la signature. M à la puissance D. Je vais créer une signature ici. Les autres, pour vérifier ma signature, ils vont utiliser la fonction de chiffrement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La signature S reçue, ils vont lui appliquer ma clé publique. Il faut chercher ma clé publique pour vérifier ma signature. Ils vont chercher ma clé publique. Ils vont faire S à la puissance E. Ils vont retrouver un certain message. Ils vont comparer les deux messages. D'accord? Donc, dans l'algorithme RSA, qu'est-ce qu'on fait? On prend un message, on calcule C. L'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre C, il va utiliser sa clé privée pour avoir le message M, le message lisible. Il va le lire. Pour la signature numérique, il ne cherche pas le message lisible. Il cherche à comparer deux messages. C'est-à-dire, il a S, il va recevoir S à la puissance E. Non, il va recevoir M à la puissance. Attendez. Je vais aller au message que j'ai déjà écrit. Voilà, ici. J'ai déjà écrit quelque chose. Voilà. Voilà. Donc, pour signer, ici. Pour signer, je vais créer S en utilisant M à la puissance D. Donc, l'autre, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir M et aussi S. D'accord? Je vais envoyer M et S à l'autre utilisateur. Il va recevoir M et S. Il va vérifier est-ce que S c'est une bonne signature. Qu'est-ce qu'il va faire? D'accord? Vous voyez la différence entre chiffré et déchiffré? Dans l'autre cas, lorsque je déchiffre, j'ai M, je vais envoyer C. Je ne vais pas envoyer M. J'ai chez moi M, je vais envoyer C. Dans l'opération de chiffrement et en utilisant aussi le même algorithme RSA. Tandis que pour la signature, ici chiffrement, dans le chiffrement,
ici dans la signature. Je vais envoyer M et S. Qu'est-ce qu'il va faire celui qui va recevoir M et S? Il va prendre S, il va lui appliquer S à la puissance E. Il va voir est-ce que c'est égal, il va avoir un M'. Est-ce que M' égale à M reçu ici? D'accord, c'est ça, vérifier la signature, il faut comparer deux choses. Est-ce que c'est clair? C'est pas comme le chiffrement. Le chiffrement, je cherche un message lisible. Je déchiffre. Je prends un message, je lui applique D, c'est pas ça le déchiffrement. Bon, ça c'est vérifier la signature. D'accord, pour le chiffrement, j'ai M, je vais envoyer C. Pour créer une signature, je vais envoyer M et S. Celui qui reçoit S va appliquer S à la puissance E. Il va retrouver M'. Il va voir est-ce que M' égale à M. Est-ce que M' égale à M. Si c'est égal, ça veut dire, ou bien en réalité H1' égale à H de M. Est-ce que c'est égaux? Ça veut dire que la signature est valide. D'accord. Donc je vais m'arrêter là. Je vais pas avancer parce qu'il y a une attaque ici sur ce même algorithme. Il faut d'abord comprendre, revoir tout ça pour comprendre. Ensuite, je vais avancer la prochaine fois, Inch'Allah. Donc pour le TD, on va le faire jeudi. Inch'Allah. D'accord? Oui.